Tu nais un matin de janvier 1895 à Péronne, dans la Somme, une ville de briques rouges et de canaux gris, une ville qui sent le charbon mouillé et la fumée de bois. Ta mère s'appelle Marguerite, ton père s'appelle Henri. Il est ouvrier dans une tannerie au bord de la Somme. Ses mains sentent toujours le cuir et l'acide. Vous êtes 4 enfants. Toi, Louis, tu es le 3e. Au-dessus de toi, Georges, qui a 2 ans de plus et qui sait déjà tout mieux que tout le monde, et Élise, qui a 4 ans de plus. La maison est petite, 2 pièces au rez-de-chaussée, une chambre en haut sous le toit qui penche. L'hiver, le froid entre par les fenêtres mal jointes et vous dormez à 2 sous la même couverture, toi et Marcel. Tu vas à l'école communale de Péronne dès l'âge de 6 ans. L'instituteur s'appelle Monsieur Duhamel. Il est petit, sec, il a une moustache grise en brosse et il croit profondément en 3 choses: la République, l'instruction publique et la revanche contre l'Allemagne. Il te parle de 1870 comme d'une blessure encore ouverte. L'Alsace et la Lorraine, les Prussiens, la défaite humiliante. Ce que tu aimes vraiment, c'est le football avec les autres garçons sur la place après l'école et les dimanches à pêcher avec ton père sur la Somme. Ces dimanches-là, ton père ne parle presque pas. Il tient sa canne, il regarde l'eau, et parfois il dit une chose simple sur le temps qu'il fait ou sur les poissons. Mais sa présence à côté de toi sur la berge est la chose la plus solide du monde. À 12 ans, tu commences à travailler le samedi dans la tannerie avec ton père. Pas les parties dangereuses, juste porter, déplacer, nettoyer. L'odeur te prend à la gorge les premières semaines. Puis tu t'y habitues. C'est ainsi que tu apprends que les humains peuvent s'habituer à presque tout. Tu quittes l'école à 13 ans avec ton certificat d'études. Monsieur Duhamel dit à ton père que tu pourrais continuer, mais ton père dit qu'il a besoin de toi. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'arithmétique des familles ouvrières de la Somme en 1908. Tu entres comme apprenti chez un forgeron du quartier nord qui s'appelle Maître Foulquier. Il est gros, il sue, il crie souvent, mais jamais méchamment. Tu apprends à travailler le métal, à sentir quand le fer est à la bonne température, à frapper au bon moment, au bon endroit. C'est un travail qui demande à la fois de la force et de la précision. Tu découvres que tu as les deux. À 16 ans, tu es devenu aide-forgeron à plein temps. Tu gagnes quelques francs par semaine. Tu en donnes la moitié à ta mère. Avec l'autre, tu t'achètes parfois une bière au café du coin avec Georges et les autres garçons de ton âge. Vous parlez de football, de filles, des mêmes choses que tous les garçons de 16 ans partout dans le monde, depuis toujours. En 1912, tu as 17 ans. Il y a dans l'air quelque chose que les adultes sentent et que vous ne savez pas encore nommer. Les journaux parlent des Balkans, d'Autriche, d'Allemagne. Ton père lit le journal le soir à la lampe, avec une expression que tu ne lui connais pas bien, une sorte de tension silencieuse, comme un homme qui surveille quelque chose au loin sans vouloir alarmer les autres. Tu as 19 ans quand tu te présentes au bureau de recrutement de Péronne en août 1914. Pas par héroïsme, par obligation. La mobilisation générale a été décrétée le 1er août. Les affiches sont partout sur les murs. Tu as reçu ta feuille de route. Tu n'as pas le choix. Mais à 19 ans dans la France de 1914, tu n'es pas sûr de vouloir en avoir un. Les journaux disent que ce sera court, les vieux de la place disent que ça durera jusqu'à Noël au plus. Tout le monde dit que les Allemands ne résisteront pas. Tu y crois à moitié. Ce que tu sais, c'est que tu pars, que Georges part avec toi, et que ton père t'a serré dans les bras sur le quai de la gare avec une force qui t'a surpris. Ta mère ne pleure pas sur le quai. Elle te tient le visage dans les mains à tour de rôle, elle te regarde longuement, et elle dit une seule chose. Revenez. Pas revenez sains et saufs, pas revenez en héros, juste revenez. Ce mot simple dans sa bouche contient quelque chose que tu ne comprends pas encore complètement. Tu es affecté au 72e régiment d'infanterie. Péronne, la Somme, le régiment de chez toi. Les hommes autour de toi sont pour la plupart des gens que tu connais ou que tu pourrais connaître, des fils de tanneurs, de forgerons, d'agriculteurs de la plaine picarde. Vous vous entraînez pendant quelques semaines avec des fusils Nobel qui datent de 1886 et des uniformes bleu horizon qui n'arriveront que plus tard. En attendant, vous avez les vieux pantalons rouges et les capotes bleues qui font de vous des cibles parfaites sur n'importe quel champ. Personne ne vous dit vraiment ce qui vous attend. Les officiers parlent d'élan, d'attaque, de gloire militaire, avec des mots qui viennent d'un autre siècle. Ce qu'ils ne vous disent pas, ce qu'ils ne savent peut-être pas eux-mêmes, c'est que la guerre qui commence en 1914 n'a rien à voir avec les guerres pour lesquelles ils vous ont formé. Elle a inventé quelque chose de nouveau.
quelque chose qui n'a pas encore de nom. Tu arrives sur le front de la Marne en septembre 1914. C'est ta première vision de ce que la guerre fait aux gens et aux choses. Des villages brûlés, des chevaux morts dans les dossées, des hommes qui marchent avec des yeux qui ont déjà vu ce que tu n'as pas encore vu. L'odeur, une odeur que tu n'avais jamais sentie et que tu ne pourrais jamais plus ne pas reconnaître. Le mélange de terre retournée, de poudre, de sang, de quelque chose de sucré et de pourri que tu mets plusieurs jours à identifier. Les premières batailles de septembre 1914 sont encore des batailles en mouvement, des lignes qui avancent, des ordres qui ont l'air d'avoir un sens, des objectifs sur une carte. Puis les lignes s'arrêtent. En octobre, les tranchées commencent, et avec les tranchées commence la vraie guerre, celle qui durera 4 ans. Ta tranchée. Elle fait peut-être 1,80 m de profondeur et 1 mètre de large. Les parois sont de terre, renforcées à porte endroit de planches et de sacs de sable. Le fond est recouvert de caillebotis en bois posés sur la boue de la Somme, une boue particulière, argileuse, froide, qui colle à tout et qui ne lâche rien. Tu apprends à dormir dedans, assis, adossé à la paroi, dans la boue jusqu'aux chevilles. Tu apprends à manger dedans, le pain rassis, les boîtes de singe, le café tiède dans un quart en fer blanc. Tu apprends à attendre dedans. L'attente est la chose la plus difficile à décrire à quelqu'un qui n'y était pas. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente tendue, permanente, épuisante. Tu attends l'ordre d'attaquer. Tu attends l'obus qui va tomber sur toi ou sur celui qui est à côté. Tu attends la relève. Tu attends une lettre de ta mère. Tu attends que quelque chose ait un sens. L'attente use les hommes différemment que la bataille. Plus lentement, plus profondément. Les rats arrivent avec l'hiver. Des rats gros comme des chats, sans peur des hommes qui courent sur tes pieds la nuit, qui mangent tout ce qui peut être mangé. Tu apprends à dormir avec eux. Tu n'as pas le choix. Les poux arrivent aussi, dans les cheveux, dans les vêtements, dans les coutures des capotes. Tout le monde en a. Personne n'en parle dans les lettres à la maison parce que les lettres sont censurées et parce que de toute façon, il n'y a pas les mots. Tu écris à ta mère 2 fois par semaine quand tu peux. Des lettres courtes, prudentes, sans rien de ce qui est vrai. Ça va, tu manges bien, les camarades sont braves. Tu penses à eux, tu lui parles du temps qu'il fait, comme si c'était le seul sujet disponible. Elle te répond avec des nouvelles du quartier, de Marcel qui grandit, de la tannerie où ton père travaille toujours. Ces lettres que tu reçois et que tu lis et que tu relis X fois, elles sont le seul fil qui tient encore entre toi et le monde d'avant. Ton ami dans la tranchée s'appelle René. Il vient d'Amiens, il est fils de boulanger. Il a le même âge que toi et un sens de l'humour qui ne comprend pas encore complètement où il est. Vous partagez les mêmes quarts de garde, les mêmes boîtes de conserve, les mêmes cigarettes. Vous parlez de ce que vous ferez après. René ouvrira sa boulangerie. Toi, tu reprendras peut-être la forge de maître Foulquier. Ces conversations vous tenaient comme une main tendue vers quelque chose qui existe encore quelque part. Le premier hiver 1914-1915 est le plus dur parce que vous n'y étiez pas préparé. Pas les vêtements, pas les abris, pas les corps. La gelée durcit la boue la nuit et la pluie la ramollit le jour. Les pieds restent moyés des semaines entières. La gangrène des tranchées, les médecins l'appellent le pied de tranchée, commence à faire des victimes dans votre secteur. Tu regardes tes pieds tous les matins, blancs, gonflés, sans sensation. Tu les frappes l'un contre l'autre pour faire circuler le sang. En février 1915, ton frère Georges est blessé à l'épaule lors d'une attaque sur la crête de Vimy. Pas mortellement, mais assez gravement pour être évacué. Tu ne le sais pas pendant 2 semaines. Puis une lettre arrive de ta mère qui dit qu'il est à l'hôpital à Amiens, qu'il va s'en sortir, qu'elle l'a vu et qu'il a bonne mine malgré tout. Tu lis cette lettre 5 fois. La 6e fois, tu la replies très soigneusement et tu la mets dans la poche intérieure de ta capote contre ta poitrine, là où tu mets toutes les lettres de chez toi. Le printemps 1915 apporte quelque chose de nouveau et de pire que tout ce que tu avais imaginé. Le 22 avril 1915, à Ypres, à une centaine de kilomètres au nord de ta position, les Allemands utilisent pour la première fois des gaz de combat, du chlore. Un nuage jaune-vert qui arrive avec le vent sur les lignes françaises et canadiennes. Les hommes qui survivent décrivent une sensation de brûlure dans la gorge, dans les poumons, comme respirer du feu liquide. Des milliers morts ou blessés en quelques minutes. La nouvelle arrive dans ta tranchée comme une rumeur d'abord, puis comme une certitude. Les officiers vous expliquent que des masques seront distribués. En attendant, on vous dit d'uriner sur un chiffon et de le mettre sur le visage si les gaz arrivent. Tu ne sais pas si c'est de la science ou de la superstition. Tu gardes un chiffon dans ta poche pendant des semaines. Puis les masques arrivent. Des choses rudimentaires d'abord, puis des appareils de plus en plus sophistiqués. Tu apprends à les mettre en moins de 6 secondes. Cette nouvelle connaissance s'installe dans tes mains comme une habitude dont tu aurais préféré ne jamais avoir besoin. L'été 1915, ta section est engagée dans les combats de l'Artois, des attaques frontales sur des positions allemandes fortifiées. Tu comprends maintenant la mécanique de la mort industrielle, le sifflet de l'officier, l'escalade du parapet, les 100 mètres de no man's land à traverser sous des mitrailleuses, les obus qui tombent partout et à l'hasard,
qui transforme les hommes en quelque chose que tu ne peux plus appeler des hommes. Tu traverses, tu arrives, tu recules, tu recommences. Chaque fois, il y en a moins qui arrivent. Chaque fois, les officiers disent que la prochaine fois sera la bonne. René est tué en septembre 1915. Un éclat d'obus pendant une préparation d'artillerie. Pas pendant l'assaut, pas héroïquement, juste pendant qu'il mangeait sa ration du soir, assis dans la tranchée. L'éclat l'a touché à la gorge. Tu étais à 2 mètres de lui. Tu as essayé d'arrêter le sang avec tes mains pendant 10 minutes. Tu n'as pas pu. Il a mis du temps à mourir. Il ne t'a pas dit de choses profondes. Il a dit « maman » 2 fois. Et puis il n'a plus rien dit. Tu continues. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu continues, parce que l'alternative n'existe pas, parce que les hommes autour de toi continuent, parce que quelque chose dans ton corps décide de survivre, même quand ton esprit ne comprend plus pourquoi. Tu remplaces René par d'autres amitiés, moins profondes, plus prudentes. Tu apprends à ne pas trop t'attacher. Cette règle, tu ne l'as pas décidée, elle s'est imposée d'elle-même, comme le froid, comme la boue. En 1916, ton régiment est envoyé sur la Somme, la bataille de la Somme. Juillet 1916. L'une des batailles les plus meurtrières de toute l'histoire militaire. Le 1er juillet 1916, les Britanniques perdent 57 000 hommes en une seule journée, sur ce même terrain que tu connais depuis l'enfance, les champs plats de la Picardie, les villages aux noms que tu prononçais depuis l'école, Thiapval, Pozières, Beaumont-Hamel, des noms de chez toi transformés en noms de massacres. Tu te bats sur les bords de cette bataille pendant des semaines. L'artillerie a transformé le paysage en quelque chose de lunaire, plus un arbre debout, plus une maison reconnaissable, plus de repères naturels. Quelque part là-dessous, il y a les champs où tu pêchais avec ton père. Il y a la terre de la Somme que tu connais depuis toujours. Elle est là encore, mais transformée en quelque chose que ni toi ni elle ne reconnaissent plus. C'est pendant la Somme que tu commences à ne plus ressentir certaines choses. Pas d'un coup, progressivement, comme une lumière qui baisse très lentement. Tu vois des choses et tu constates que tu ne réagis plus de la façon dont tu réagissais avant. Un homme mort dans un fossé, des jambes sans corps dans la boue. Tu regardes et tu enregistres, et tu passes. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une forme de protection que ton cerveau a décidé sans te consulter. Tu le sais, tu ne peux rien y faire. Une nuit d'octobre 1916, tu es en patrouille en No Man's Land avec 3 autres hommes. Vous ramplez entre les barbelés pour aller vérifier les positions ennemies. À 100 mètres de la tranchée allemande, vous tombez sur un soldat allemand en patrouille lui aussi. Vous vous retrouvez face à face dans le noir à 2 mètres l'un de l'autre. Il a ton âge, il a la même expression que toi, la même peur, le même épuisement, la même question dans les yeux. Vous restez immobile pendant ce qui te semble très long, puis vous rampez chacun dans la direction opposée. Ni toi ni lui ne tirez. Tu ne sauras jamais pourquoi. Lui non plus probablement. L'hiver 1916-1917 est celui où tu commences à écrire des choses différentes dans tes lettres à ta mère. Pas la vérité, tu ne peux pas lui écrire la vérité, mais des choses un peu moins fausses. Tu lui dis que tu es fatigué, tu lui dis que tu penses souvent au canal et au dimanche avec papa. Elle te répond qu'elle prie pour toi tous les soirs et que Marcel a appris à lire, et qu'elle t'a mis de côté la confiture de Quetch que tu aimais. Ces lettres qui se croisent dans les 2 sens sur les routes de France, elles sont un mensonge partagé et nécessaire. Vous savez tous les 2 que vous mentez. Vous continuez quand même, parce que c'est tout ce qu'il reste. En avril 1917, c'est le chemin des dames, l'offensive Nivelle. Le général Nivelle a promis que ce sera décisif, que les lignes allemandes céderont en 48 heures. Il s'est trompé de façon catastrophique. Ton régiment attaque dans vagues successives, sur des positions que les Allemands ont eu mois pour fortifier, sur un terrain que les bombardements préparatoires n'ont pas entamé comme promis. Les mitrailleuses font leur travail. Les pertes sont insupportables. En quelques jours, le régiment a perdu 1/3 de ses hommes pour quelques centaines de mètres de terrain qui seront repris la semaine suivante. Après le chemin des dames, les mutineries commencent. Pas dans ton régiment d'abord, mais tu entends. Des hommes qui refusent de monter à l'assaut. Pas de déserter, juste refuser cette mort inutile. Encore une fois, le général Pétain remplace Nivelle. Il vient dans les tranchées, il parle aux hommes. Il promet des permissions, de la nourriture, moins d'attaques suicidaires. Tu l'as vu une fois de loin, un homme petit avec une moustache blanche et des yeux froids. Tu ne sais pas si tu le crois. Tu continues. Ta permission arrive en juin 1917. 15 jours, tu rentres à Péronne. La ville a changé. Pas physiquement, pas encore. Elle sera détruite plus tard. Mais les gens ont changé. Il y a des femmes en noir partout. Des maisons avec des volets fermés depuis des mois. Le café où tu buvais avec Georges est toujours ouvert, mais il est silencieux d'une façon qui ne ressemble plus à avant. Les hommes de ton âge ont tous disparu. Ils sont au front, ou ils sont morts, ou ils sont comme toi, de passage, pour quelques jours, des étrangers dans leur propre ville. Ta mère te tient les mains dans ses siennes pendant longtemps, sans rien dire quand tu arrives. Ton père te regarde, et dans ses yeux tu vois quelque chose de nouveau, une fierté qui ressemble à de l'effroi. Marcel a 14 ans maintenant.
Il est grand. Il te regarde comme si tu venais d'une autre planète. Marcel est revenu de l'hôpital. Il boite légèrement de l'épaule gauche, mais il est vivant. Il est là. Vous dormez dans le même lit, comme quand vous étiez petit. La nuit, tu ne dors pas vraiment. Tu te réveilles en sursaut plusieurs fois. Les sons de la maison te semblent étranges, trop calmes, trop ordinaires. Le silence de Péronne la nuit, après des mois de front, est une chose presque insupportable. Tu t'assieds au bord du lit, et tu regardes par la fenêtre le canal qui brille sous la lune, et tu penses à René, et tu penses à tous les autres. Et tu ne pleures pas, parce que quelque chose en toi a décidé que pleurer, c'est pour plus tard, si le plus tard existe. Le dernier soir, ta mère prépare le pot-au-feu. La maison sent la viande et les légumes et le bois brûlé. Vous êtes tous les 5 à table, la famille entière pour la première fois depuis des années. Ton père dit peu de choses. Il mange avec la concentration de quelqu'un qui sait que ça compte. Ta mère a les yeux brillants tout le repas, mais elle sourit. Marcel raconte quelque chose de l'école. Georges rit une fois d'une bonne vraie façon. Tu es là, tu manges la confiture de ketch que ta mère avait gardée. Et pour 1 heure, tu es juste Louis de Péronne qui mange chez lui un soir de juin 1917. Le lendemain, tu repars. L'été 1917 et l'automne 1917 se passent dans la même alternance de boue et d'attente et d'obus. Verdun est fini, mais ces hommes continuent de mourir de leurs blessures dans les hôpitaux. La Somme de l'année dernière est finie, mais le terrain est toujours là, toujours lunaire, toujours impossible. Les Américains entrent en guerre en avril 1917. La nouvelle circule dans les tranchées comme une promesse. En novembre 1917, les bolcheviks font leur révolution en Russie. Quelques semaines plus tard, le front de l'Est s'effondre. Les Allemands peuvent transférer des divisions entières à l'ouest. Tu le sais parce que tu le sens. Plus d'obus, plus d'activité en face. Quelque chose qui se resserre. Le printemps 1918, l'offensive allemande de mars. Les Allemands attaquent avec tout ce qu'ils ont transféré de l'Est. Pour la première fois depuis 1914, le front bouge vraiment, dans la mauvaise direction. Des dizaines de kilomètres de terrain perdus en quelques jours. La retraite, le mot que personne ne voulait prononcer. Quelque chose se passe en toi pendant ces semaines de mars et d'avril 1918. Une forme de résolution froide. Tu as survécu à 1914, à 1915, à la Somme, au chemin des dames. Tu as survécu à René et à tous les autres. Les Américains arrivent. Pas en masse d'un coup, progressivement. Des unités de plus en plus nombreuses qui viennent combler les trous dans les lignes. Tu en vois pour la première fois en mai 1918. Ils sont grands, bien nourris, avec des uniformes propres et des yeux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voir. Certains d'entre toi les regardent avec un mélange de gratitude et d'ironie. Ils ont la fraîcheur de ceux qui arrivent à la fin d'une fête qui a duré 4 ans. Tu n'en veux pas à leur fraîcheur, tu en aurais besoin. L'été 1918, le vent tourne, les offensives alliées reprennent, les lignes allemandes cèdent, vraiment, cette fois. Pas comme Nivelle l'avait prétendu en 1917, les 100 jours de Foch. Chaque semaine, les journaux annoncent des avancées, des villages libérés, des prisonniers. Tu avances. Pour la première fois depuis 1914, tu avances et tu continues d'avancer. Le terrain autour de toi qui était lunaire depuis 4 ans retrouve progressivement des formes reconnaissables. Des champs, des routes, des arbres encore debout par endroits. En septembre 1918, ton régiment traverse des villages de la Somme que les Allemands ont abandonnés en retraitant. Des villages que tu connaissais. Certains sont intacts ou presque. D'autres sont des ruines complètes. Les Allemands ont détruit systématiquement ce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Tu marches dans les rues d'un village qui s'appelait quelque chose avant et qui maintenant s'appelle les Décombres. Des habitants qui n'avaient pas fui reviennent sur leurs terres. Des vieilles femmes qui regardent ce qui était leur maison. Des enfants qui jouent dans les gravats. Le 11 novembre 1918, à 11h du matin, les canons s'arrêtent. Tu es dans un champ, près d'un village dont tu as oublié le nom. Il est 11h du matin, il fait gris, il bruine légèrement. Les canons s'arrêtent, et le silence arrive d'un coup. Et c'est le silence le plus étrange que tu aies jamais entendu, parce que pendant 4 ans tu as oublié que le silence pouvait exister. Les hommes autour de toi se regardent. Certains pleurent, certains crient, certains restent assis dans la boue et ne bougent pas. Tu ne sais pas ce que tu fais toi-même pendant les premières minutes. Puis tu t'assieds par terre dans le champ et tu regardes le ciel gris et tu penses à René. Tu penses à René qui voulait ouvrir sa boulangerie à Amiens. Tu rentres à Péronne en décembre 1918. La ville est presque entièrement détruite. Les Allemands ont tout brûlé en retraitant en mars. La tannerie de ton père n'existe plus. La maison de ton enfance n'existe plus. Tes parents habitent chez une cousine dans un village voisin. Quand tu arrives, Mère fait ce qu'elle avait dit sur le quai de la gare en 1914. Elle te tient le visage dans les mains et elle dit « Revenez ». Et tu es là. Et tu as tenu cette promesse que tu n'avais pas faite. Les années qui suivent, tu les passes à reconstruire, littéralement, avec tes mains de forgeron. Péronne se reconstruit pierre par pierre, maison par maison. Tu travailles dans le bâtiment d'abord, puis tu reprends la forge, avec un autre ouvrier revenu du front. Le travail du métal te tient.
Il y a quelque chose dans le fait de frapper sur quelque chose de solide, de faire de la forme là où il n'y en avait pas, qui correspond à quelque chose dont tu as besoin. Tu te maries en 1922 avec une femme qui s'appelle Yvonne. Elle vient de Saint-Quentin, elle est fille d'un menuisier, elle a les mains fortes et une façon directe de regarder les choses. Elle ne te demande pas de parler de la guerre. Elle voit certaines façons dont tu te comportes, les sursauts la nuit, la façon dont tu t'assieds toujours dos au mur dans les cafés, la façon dont tu comptes les sorties de chaque pièce avant de t'asseoir, que quelque chose est encore là, que quelque chose ne partira peut-être jamais complètement. Elle ne te demande pas d'explication. Elle est là. C'est suffisant. Vous avez 3 enfants. Un garçon, en 1923, que vous appelez Henri, comme ton père, une fille, en 1925, que vous appelez Marguerite, comme ta mère. Un autre garçon, en 1928, que vous appelez René. Yvonne ne te demande pas pourquoi ce prénom. Elle sait. Elle dit simplement « C'est un beau prénom. Ton père meurt en 1931. Il a 68 ans. Il est mort dans son lit, dans la maison reconstruite à Péronne, avec ta mère à côté de lui et ses enfants autour. Avant de mourir, il t'a pris la main et il t'a dit une chose. Il a dit « Je savais que tu reviendrais ». Il n'a pas expliqué comment. Il le savait, tu ne lui as pas demandé. La guerre de 14-18 a duré 4 ans et 3 mois, du 1er août 1914 au 11 novembre 1918. 10 millions de morts en tout, militaires et civils confondus. La France a mobilisé 8 300 000 hommes. 1 300 000 soldats français sont morts. 1 sur 6 de ceux qui sont partis. 3 millions ont été blessés. 600 000 sont devenus des gueules cassées, défigurés de façon permanente par les obus, les gaz, les éclats. On les appelle ainsi parce qu'on ne sait pas comment appeler autrement ce que la guerre industrielle fait au visage des hommes. La bataille de la Somme a duré du 1er juillet au 18 novembre 1916. 1 200 000 hommes tués ou blessés des deux côtés, pour un gain territorial de 12 km maximum. Chaque kilomètre a coûté 100 000 hommes. La bataille de Verdun, la même année, a duré 9 mois. 300 000 morts, 700 000 blessés. L'hypérite, le gaz moutarde, brûlait les poumons, les yeux, la peau. Les effets pouvaient mettre des jours à apparaître. Les soldats touchés ne mouraient souvent pas tout de suite, ils mouraient lentement, en souffrant. Les mutineries de 1917 ont touché 54 divisions françaises sur 112. Des dizaines de milliers de soldats ont refusé de monter à l'assaut après le chemin des Dames. Pétain a fait fusiller une 50aine d'hommes pour l'exemple, il en a gracié des milliers d'autres. Ces mutineries ont été cachées pendant des décennies. La France ne pouvait pas admettre que ses soldats avaient refusé de mourir pour rien. Le syndrome post-traumatique n'avait pas de nom en 1918. On l'appelait la commotion d'obus, le shell shock en anglais, l'obucite en français. Des hommes qui tremblaient, qui ne dormaient plus, qui revoyaient des choses que leurs yeux avaient vues et que leur bressois ne pouvait pas digérer. Des milliers d'entre eux ont été soignés comme des simulateurs ou des coupables. Si tu as écouté jusqu'ici, si tu as marché avec lui dans ces 4 ans, alors tu sais que cette guerre n'est pas seulement dans les monuments aux morts de chaque village de France. Elle est dans les façons dont les arrière-grands-pères s'asseyaient dos au mur, dans les prénoms qu'on a donnés à des enfants pour ne pas oublier, dans les silences de repas de famille quand quelqu'un posait la mauvaise question, la Grande Guerre. On l'a appelée comme ça parce qu'on pensait qu'elle serait la dernière, la der des der, la dernière des dernières. 20 ans plus tard, il y en avait une autre. Le monde dans lequel nous vivons a été construit sur ces tranchées, sur ces hommes qui ont tenu, sur ces millions de morts dont beaucoup n'ont jamais été retrouvés, dont les corps sont encore quelque part dans la terre de la Somme, dans la terre de Verdun, dans la boue de Passchendaele. Abonne-toi, parce que la prochaine histoire que tu vas entendre est tout aussi vraie et tout aussi oubliée.